Où en sommes-nous à présent? Donc, il y a déjà deux vidéos sur l'optique géométrique que je recommande vraiment d'avoir vues avant de regarder celle-ci. Alors, pour rappel, dans la première vidéo, on avait un peu expliqué comment passer de l'onde électromagnétique à l'optique géométrique, c'est-à-dire comment faire abstraction du fait que l'onde électromagnétique est une onde électromagnétique pour convertir des trucs compliqués comme ceci en rayons lumineux. Ça, c'était globalement ce qu'on avait fait. Dans la deuxième vidéo, partant de l'optique géométrique, on avait énoncé, postulé le principe de moindre temps, le principe de Fermat. À partir de ce principe de Fermat, on avait fini par démontrer que dans un MHTI, alors je vais remontrer ce qu'est un MHTI. Un MHTI, c'est un milieu homogène, transparent et isotrope. Les détails sont dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, évidemment tout est dans la description. Et on avait établi un théorème, c'est que dans un MHTI, et dans les conditions d'optique géométrique évidemment, la lumière se propage en ligne droite. Alors j'aimerais apporter une précision par rapport à la dernière vidéo, un petit erratum et addendum, c'est ce truc-là. Donc, je vais reparler un petit peu de l'intégrale de chemin, avant de partir sur les lois de l'optique. Alors, rappelez-vous, on avait un point A, un point B, et l'intégrale de chemin, elle dit que, en fait, la lumière, elle fait tous les chemins possibles qui vont de A à B. Évidemment, on a aussi la ligne droite, mais aussi tous les autres chemins possibles. Absolument tous. Alors, en optique ondulatoire, donc j'avais un peu bafouillé dans la dernière vidéo parce que je m'étais un peu embrouillé, mes souvenirs étaient un peu flous, puis évidemment après la vidéo, ça c'est l'esprit d'escalier, tout m'est revenu. Donc, rappelez-vous, dans les fentes d'Young, quand j'envoyais une onde plane progressive harmonique monochromatique avec une longueur d'onde qui est à peu près égale à l'épaisseur des trous, donc on va avoir de la diffraction ici, avec une onde sphérique, et aussi dans le deuxième trou. Si bien que pour calculer l'amplitude de l'onde à un point, il faut faire la superposition des deux ondes. Donc là, par exemple, si je prends un point M, en rouge, on a A de M, qu'est-ce que c'est? L'amplitude de l'onde. Eh bien, c'est l'amplitude de l'onde sphérique bleue, que je vais appeler A1, plus A2 de M. Et donc, ça faisait des interférences. Alors, l'intégrale de chemin, c'est pareil, sauf qu'on a tout qui s'additionne. Donc, l'amplitude en B, ça va être l'intégrale sur tous les chemins. Les chemins, on va les appeler L, de exponentielle. Bon, je ne détaille pas, hein, ça c'est la théorie de Feynman. Je vous avais déjà renvoyé à l'excellente vidéo de Scientia Egregia. De I sur H bar, et cette fois, je me souviens bien de ce que c'est, fois MC carré fois MC carré fois le temps, fois la durée du parcours. MC carré fois la durée optique de A à B. Et ça, en fait, c'est l'action. Donc vous voyez, c'est évidemment proportionnel au chemin optique. Donc, MC carré fois taux AB, par rapport à H bar, ça va être très grand. Et donc l'idée, en fait, c'est de dire que dès qu'on s'éloigne un tout petit peu du chemin le plus court, qui est pour un MHTI la droite, on va avoir des interférences destructives, parce que ça, donc on avait dit que c'était l'intégrale de chemin fois E puissance I sur H bar fois MC carré fois
quelque chose qui est à peu près constant, parce que vous voyez, si je passe de chemin droit à une toute petite déviation, ça va presque pas changer, puisque le chemin optique est stationnaire au voisinage de la ligne droite, donc ça va interférer constructivement, plus une intégrale sur les autres chemins, E puissance I sur H bar, fois un truc rapide. Et une exponentielle complexe, pour ceux qui savent ce que c'est en fait, c'est quelque chose qui tourne très vite. C'est comme si vous aviez un vecteur qui tourne très vite, et vous faites la somme de ça, mais si vous tournez très vite, vous avez ça et vous avez ça aussi. Donc la somme vectorielle, elle est nulle. Donc ça, en fait, c'est à peu près égal à 0. Et donc dans l'amplitude, le seul endroit où il y aura de l'amplitude, c'est à travers... En fait, les seuls chemins qui vont contribuer à fabriquer une amplitude, c'est les lignes droites. Voilà, donc ça c'était le petit erratum sur l'intégrale de chemin. Alors, dans la dernière vidéo, on avait aussi conclu, voilà ce qu'on voulait faire. On se place dans un MHTI, milieu homogène, transparent, isotrope, et on place un miroir. Et on aimerait savoir comment se réfléchit la lumière sur un miroir plan. Donc, première loi de Descartes, c'est la loi de réflexion. Alors, petit commentaire, je dis Descartes, mais vous savez qu'en général, quand une loi porte un nom, c'est très rarement ce nom-là qui est le premier à l'avoir découverte. Il y a eu des Arabes qui l'ont découvert bien plus tôt. Alors d'une manière un peu moins parfaite, il y en avait qui avaient remarqué pour des petits angles que ça marchait bien. Il y a Snell aussi, souvent on dit Snell Descartes. Moi je vais simplifier, je vais dire Descartes. Puis comme ça fera un peu cocorico, hein, voilà. J'assume complètement le caractère patriotique, voire chauvin, de mon cours de physique. Voilà. Alors, donc on va imaginer, toujours dans la perspective d'optimisation, on est dans un MHTI, on est dans les conditions d'optique géométrique, on a un point A, on a un point B, et on a un miroir plan. On symbolise souvent comme ceci, avec des petits traits du côté de la surface réfléchissante. Et la question c'est, on aimerait savoir par où passe le rayon. Alors, premièrement, évidemment, il passe par là. Quand vous avez un miroir et un objet, bah, vous le voyez l'objet. Vous avez d'abord le rayon qui passe par là. Mais ensuite, imaginez, on fait un petit jeu, un jeu de sport. Vous êtes là, vous devez courir, vous devez toucher le mur, et vous devez atteindre le point B, le plus vite possible. Donc la question c'est, quel est le point que vous avez intérêt à toucher? Donc évidemment, vous avez intérêt à aller en ligne droite. Ça c'est clair. Mais la vraie question c'est, où est-ce que je vais toucher? Où est-ce que je vais toucher le miroir? Eh bien, il y a une réponse extrêmement simple et élégante. Enfin, la vraie question c'est, qu'est-ce que je peux dire de la trajectoire la plus courte qui touche le miroir? Il y a une réponse extrêmement élégante. On va prendre le symétrique de A par rapport au plan du miroir. Alors le symétrique, c'est très simple, vous tracez une droite perpendiculaire qui passe par l'axe de symétrie, et vous reportez la longueur. Donc vous avez A'. Alors vous êtes d'accord que si je place un point M ici, que je fasse AM ou A'M, c'est exactement le même chemin. Ce sont des triangles isométriques. D'accord? Donc en fait, tout se passe comme si le rayon partait de A'. C'est pour ça qu'il y a un objet qui semble venir de A'. Parce que notre œil, si on a un œil qui est là, notre œil, lui, physiologiquement, enfin plutôt le cerveau, il est habitué à penser que quand on a un rayon qui arrive dans une direction, le cerveau, il croit que l'objet vient de la direction du rayon. Ce qui n'est pas forcément vrai. La preuve, le miroir.
Bon, et ben là, regardez. C'est très simple. On sait que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Et ça, c'est l'inégalité triangulaire. Regardez. Dans le triangle BA'M, l'inégalité triangulaire vous dit que A'B est plus petit que AM plus MB. C'est-à-dire A'H plus HB est plus petit que AM plus MB. Mais A'H, c'est la même chose que AH. C'est encore des triangles isométriques. C'est-à-dire AH plus HB est plus petit que AM plus MB. Et là, il manquait un prime. Mais bon, c'est le même raisonnement. Non. Si, il manquait bien un prime. Je raisonnais sur le triangle ici, et pas sur celui-là. Donc, le rayon du vrai chemin optique, c'est le rayon qui passe par H. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Donc, on va regarder un peu les angles. Là, vous voyez, si je considère ça et ça, là, j'ai des secteurs d'angles qui sont en opposition, donc les angles sont égaux. Donc là, je peux coder hop et hop. J'ai des angles égaux. Mais ces deux triangles-là, vous voyez ce triangle-là et ce triangle-là, c'est des triangles isométriques, c'est-à-dire superposables. Donc les angles sont les mêmes. Et là, en fait, c'est vraiment ça qui va nous aider. Enfin, c'est comme ça que s'exprime la loi de Descartes. C'est que l'angle d'incidence qu'on va appeler I, c'est le même que l'angle d'incidence qu'on va appeler R. Donc, la loi de Descartes, de réflexion, elle vous dit donc que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Alors, on peut schématiser ça de manière plus simple. Je vais faire un mini cadre en dessous pour faire un schéma. Donc, si je mets un petit miroir comme ça, et que j'ai un rayon qui arrive comme ça, si vous voulez savoir où part l'autre rayon, eh bien vous prenez I ici, et il faut que ce soit le même R ici. Voilà. Alors, corollaire, évidemment, si je trace une droite perpendiculaire, comme ça, eh ben, nécessairement, cet angle-là, c'est le même. Je peux l'appeler I', et R', c'est le même. Voilà. Ça, c'est évident, je ne veux pas réécrire. C'est tout à fait équivalent, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc voilà, on a démontré la première loi de Descartes. Alors en mécanique, un équivalent, c'est ce qu'on appelle le rebond élastique. Si vous avez une balle parfaitement élastique et que vous la balancez contre un mur, si elle rebondit de manière parfaitement élastique, c'est-à-dire sans perdre aucune énergie cinétique, elle va repartir selon une parfaite réflexion. Et en admettant, alors pour qu'on ait la conservation de la quantité de mouvement, en fait, il faut imaginer que le mur, il a une masse infinie. On imagine que le mur ne bouge pas. Alors ça, c'est la démonstration en optique géométrique. Il y a aussi la démonstration sur le mode des équations de Maxwell, qui est un peu plus compliqué, que je ne vais pas faire ici, je le ferai peut-être un autre jour. Mais voilà, là on a une démonstration purement d'optique géométrique. Donc à partir de ça, vous pouvez faire tous les calculs qui concernent les miroirs. Alors, après, si vous avez un miroir qui est courbe, qu'est-ce qu'on fait si on a un miroir qui est un peu comme ça? Vous voyez, je balance un rayon là-dedans et la question c'est qu'est-ce qui se passe? Comme vous avez suivi mes vidéos sur les dérivés, vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il suffit de zoomer et de dire, en fait, ce qui se passe, c'est que si je zoome beaucoup sur une courbe, tout se passe comme si c'était droit. Donc si je prends la tangente
de la courbe, c'est-à-dire la droite qui colle et qui se confond avec la courbe quand je zoome, bah, tout se passe comme si c'était droit. Et donc là, je peux à nouveau appliquer les lois de Descartes et dire bah, il faut que cet angle-là, ce soit le même que cet angle-là. Et donc, je sais où repart le rayon. Vous voyez? Donc, il faut prendre à chaque point où ça tape, il faut reprendre, faut trouver. Alors, c'est un peu laborieux en termes de calcul. Il faut trouver l'équation de la tangente et trouver l'angle que fait le rayon avec la tangente de l'éventuelle courbe. Voilà. Donc là, on sait où va le rayon. Et c'est comme ça, par exemple, on le fera dans des vidéos ultérieures. Si vous avez un miroir en forme de parabole, eh ben on va pouvoir montrer que quand on a un miroir en forme de parabole, par exemple, pourquoi les paraboles elles sont comme ça avec une antenne, ben, on peut montrer assez facilement que, enfin assez facilement, ça se fait, hein, mais faut le faire. Si vous prenez la tangente, et ben en fait tous les points, tous les rayons qui arrivent parallèlement, comme ça, ils vont forcément arriver sur le même point. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant avec le miroir parabolique, mais ça on le verra dans une future vidéo, c'est qu'il focalise toute la lumière parallèle sur le même point. Donc ça amplifie le signal et c'est vachement pratique. Donc ça on le verra plus tard. Et pour faire le calcul, alors en fait il y a une manière de court-circuiter ce calcul, mais si on voulait faire le calcul, il faudrait calculer toutes les tangentes et tous les angles et vérifier que là et là on a les mêmes angles, que là et là. Bon, c'est pas du tout le cas, mon dessin est pas terrible, mais bon, en gros c'est ça qu'il faudrait faire. Mais vous verrez, je vais vous montrer une manière de court-circuiter ce truc-là. Maintenant, on va passer à la deuxième loi de Descartes. Donc, du point de vue phénoménologique, qu'est-ce qui se passe? Vous expérimentez souvent que quand vous plongez un bout de bois dans la flotte, vous le plongez dans la flotte, donc on va faire un dessin un petit peu joli, voilà, avec l'onde qui se propage comme ça. Bah, vous observez que dans le reflet, on dirait qu'il y a un angle, un léger angle comme ça qui se forme. Alors là, c'est courbé à cause des vagues hein, qu'on forme, mais globalement, si les vagues disparaissent, vous voyez que là, normalement, le bâton il aurait dû se prolonger. S'il n'y avait pas d'eau, il aurait dû se prolonger comme ça. Mais il y a un angle qui apparaît. Bon, il va falloir expliquer pourquoi on a ça. Eh bien, en fait, c'est le problème du maître nageur. Donc là, c'est un peu... on peut encore régler ça avec une problématique de sport. Donc imaginez, vous avez... bon, c'est ultra classique hein, ce que je vais raconter, mais je vais vous montrer deux méthodes de résoudre ce problème. La méthode ultra classique, la tarte à la crème de la physique qu'on trouve à peu près dans tous les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, et puis la méthode rusée et flemmarde de Feynman. Donc imaginez, vous avez une plage, et là, il y a la mer. Donc là, on a un maître nageur, grand M, et là, on a un nageur qui est en train de se noyer, grand N. On va faire plusieurs trajectoires. On va faire la trajectoire, je vais mettre les couleurs, le journaliste BFM, non pas BFM TV, parce que le journaliste BFM TV, il est tellement con qu'il ferait comme ça. Voilà, ça c'est le journaliste BFM TV. Le journaliste Mediapart, il est pas très malin, mais il est un peu moins con que le journaliste BFM TV. Bah lui, il pense qu'il faut aller en ligne droite. Comme ça. Et maintenant, le physicien, il est plus malin. Le physicien, il est plus malin. Il sait qu'il est plus rapide sur la plage. Donc, il a intérêt à courir plus longtemps sur la plage que de nager pour gagner du temps. Donc, il va un peu augmenter son trajet sur la plage pour diminuer son trajet dans la mer. Le trajet optimal, finalement, ce sera celui-là. Et ça, c'est le trajet optimal. C'est le trajet qui peut minimiser le temps. Alors, comment on peut modéliser tout ça? Alors, c'est assez infâme. Mais ça se fait. Enfin, si on le fait de la manière bourrine, en mode concours d'école d'ingénieurs, bah, on va modéliser un repère orthonormé.
là on met x, là on met y. Alors pour simplifier un peu quand même, on va dire que le maître nageur, il a pour coordonnées 0, petit m. Le noyé, on va dire qu'il a pour coordonnées nx et n indice y. Et là, ce point, ça va être x. Voilà. Et donc là, on a une longueur L1 et une longueur L2. L1 de x et L2 de x. Le chemin optique de ce trajet-là, on va plutôt parler de durée et on transformera ça en chemin optique quand on parlera d'optique. Donc là, on va dire que sur la plage, le maître nageur, il se déplace avec une vitesse V1, et dans la mer, il se déplace avec une vitesse V2. La durée taux pour aller de M jusqu'à N, c'est égal à quoi? T1, la durée qui va de M à ce point-là, on va l'appeler grand I pour interface. T1 de X plus T2 de X. La vitesse V1, alors elle ne dépend pas de X. C'est égal à la distance L1 de X divisé par T1 de X. Une vitesse, c'est un déplacement spatial par rapport à une durée. Et V2, qui ne dépend pas de X, la vitesse elle est constante, c'est L2 de X divisé par T2 de X. Pour isoler T1 et T2, donc T1 de X, c'est égal à L1 de X sur V1, et T2, c'est égal à L2 de X sur V2. Donc on peut remplacer là-dedans, ça fait L1 de X sur V1 plus L2 de X sur V2, et là, bah ma foi, va falloir aller au charbon. Alors comment on va faire ça? Bah on va remarquer qu'il y a des triangles rectangles un peu partout là. Donc ça mesure petit m, hein, c'est l'ordonnée du point M. Ça mesure x. Alors on suppose que nx est positif, donc x est positif, hein, il n'y aura pas de problème. Ça mesure x. Et ça mesure combien? Ben on sait que OI plus I, je sais pas, on va l'appeler je sais pas quoi moi, H. On sait que IH plus OI, ça doit faire NY. Donc ça, c'est forcément NY moins X. Et cette longueur-là, cette longueur, c'est NY. Voilà, abscisse positive, hein, toute cette longueur-là, en fait, ça c'est N indice X, et ça c'est N indice Y. Et les coordonnées de N, c'est NX et moins NY. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire un Pythagore, hein, je vais l'écrire juste au-dessus. L1 de X, c'est la racine carrée de M carré plus X carré. Et L2 de X, c'est égal à racine carrée de NY carré plus, parenthèse, et là c'est NX, pardon, je vais un peu trop vite en fait, ça c'est NX. Et NX moins X, le tout au carré. Donc il n'y a plus qu'à injecter ça ici. Allons-y. Donc ça c'est 1 sur V1 fois racine de M carré plus X carré plus 1 sur V2 racine de NY carré plus NX moins X, le tout au carré. Donc là en fait, on va devoir étudier cette fonction et trouver son minimum, si on veut minimiser le machin. Première remarque, elle est définie sur R, mais en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit définie sur l'intervalle 0, nx. Donc on va écrire ça.
taux de m sur n est défini et dérivable sur l'intervalle 0 nx, parce qu'on n'a pas besoin de la définir à gauche. Ici, ça nous intéresse pas, et ici, ça nous intéresse pas. On sait que c'est pas là qu'on va trouver le minimum. Géométriquement, c'est évident. Alors, on va dériver la composition. Alors, rappel, la dérivée par rapport à x de f de g de x, c'est la dérivée de g fois la dérivée de f, mais appliquée en g de x. Et là, on a deux fonctions à composer. Là, on a la fonction carré et la fonction racine. Donc ça, je vous ramène à la vidéo sur les dérivés. Hein. Je la mettrai en description. Ou alors, n'importe quel cours de première sur les calculs de dérivés. Enfin, maintenant, en terminale. Puisqu'on n'a plus le droit de composer des dérivés de manière normale. Alors, une manière un peu plus rusée de voir le truc. En fait, une manière astucieuse de voir ça, c'est de dire que df sur dx, c'est df sur dg fois dg sur dx. Et si vous réécrivez ça en maths, ça veut dire, je fais f' mais par rapport, et en fait la variable c'est g de x, et ensuite dg sur dx c'est tout simplement g' de x. Ça c'est une manière un peu astucieuse de retenir le truc. Les physiciens ils le font souvent comme ça. Alors, on va dériver ce machin là. Je crois que j'ai juste la place. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 n indice x, virgule, comme on est en physique, on va mettre les notations des physiciens. Donc d sur dx, le taux allant de m jusqu'à n calculé en x, c'est égal à quoi? Alors le 1 sur V1, j'y touche pas, c'est une constante, ça bouge pas. Racine carrée de machin tout ça. Alors il faut que je dérive la racine carrée et que je mette tout ce qu'il y a là-dedans, mais il faut que je multiplie par la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré, c'est facile, c'est 2x. Et la dérivée de la racine carrée, c'est 2 racines. Et ensuite, je reporte la fonction, c'est-à-dire m carré plus x carré. Plus 1 sur v2 fois... Et là, maintenant, il va falloir dériver celui-là. Alors, la dérivée de nx moins x, le tout au carré, on peut aussi voir ça comme une fonction composée. D'abord, ça c'est la composition de la fonction affine qui transforme x en n indice x moins x, à laquelle j'applique la fonction carré. Donc, la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est moins 1. Donc je mets tout simplement un moins. Et ensuite, il faut dériver le carré. Donc je mets 2 fois, mais il faut mettre tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça fait moins 2, parenthèse, n indice x moins x. Le tout sur 2 racines de ce truc-là. N y carré plus nx moins x au carré. Et on veut que tout ça soit égal à 0. Parce qu'on sait que ça, on atteint le minimum quand le minimum est atteint lorsque la dérivée est nulle. Donc on veut que tout ça, ce soit égal à 0. Alors, d'abord, vous voyez d'emblée là que les deux, ça va dégager. Et le moins, on peut le passer devant. Donc ce que je peux faire là, pour simplifier un petit peu, je vais enlever le moins et je vais le mettre devant. Donc vous avez ce truc-là moins ce truc-là égale 0. Donc, si un truc moins un autre truc est égal à 0, c'est que ce truc égale cet autre truc. Donc forcément, 1 sur v indice 1 fois x sur racine carrée de m carré plus x carré doit être égal à 1 sur v2 fois n indice x moins x sur racine de n y carré plus, et là j'ai oublié de faire une parenthèse, n
x moins x au carré. Alors vous allez me dire, oh, c'est dégueulasse, c'est horrible, c'est moche, ça pue du cul, machin. Mais rappelez-vous vos cours de trigonométrie du collège. Ça, le théorème de Pythagore, il vous dit quoi? Il vous dit que ça, c'est précisément m carré plus x carré. Et ça, le théorème de Pythagore, il vous dit précisément que c'est ny carré plus nx moins x au carré. Mais alors, attendez, ça, là, ce serait pas un truc trigo, un peu? Ce serait pas le sinus de cet angle, par hasard? Cet angle, là, je vais l'appeler I. Et regardez, si je trace la normale ici, là, c'est aussi cet angle I. Et ça, là, en fait, c'est le sinus de cet angle, R, que je vais appeler R, ici. Donc ça se simplifie grandement avec toute cette histoire. 1 sur V1 fois sinus de l'angle I est égal à 1 sur V2 fois le sinus de l'angle R. Et ça, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce qu'en fait, en optique, il se passe exactement la même chose. Regardez maintenant en optique. Qu'est-ce qui se passe en optique? En optique, vous avez un milieu d'indice N1 et un indice de milieu N2. Mais je vous rappelle que N1, c'est C sur V1. Et N2, c'est C sur V2. Vous avez le point de départ, le point d'arrivée B, tac. Et là, si vous tracez la trajectoire comme ça, avec l'angle droit ici, vous avez I, vous avez R, donc vu que c'est exactement la même chose, on a forcément 1 sur V1 sinus de I égale 1 sur V2 sinus de R. I, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence, et R, c'est ce qu'on appelle l'angle réfracté. D'accord? Mais cette égalité-là, j'ai parfaitement le droit de multiplier à gauche et à droite par C. Donc si je multiplie par C des deux côtés, j'ai C sur V1 sinus de I est égal à C sur V2 sinus de R. Et donc, N1 sinus I est égal à N2 sinus de R. Et ça, c'est la loi de réfraction de Descartes. Donc pour vous refaire un petit schéma rapide, ça c'est l'angle incident, et ça c'est l'angle réfracté. Ça c'est le rayon incident, et ça c'est le rayon réfracté. Et ça c'est l'angle réfracté. Donc là vous avez un milieu d'indice N1, et là vous avez un milieu d'indice N2. Alors en vrai, angle incident ou angle réfracté, on s'en fiche un peu, parce que ça marche très bien, ça marcherait dans l'autre sens. Si vous allez dans un milieu homogène, isotrope et transparent, vu que la vitesse est la même dans toutes les directions et dans tous les sens, bah, que vous alliez par là ou par là, c'est exactement la même chose. Bon, vous avez vu, cette preuve, elle était quand même un peu pénible. Donc ça, c'est un peu la tarte à la crème qu'on trouve dans tous les concours. Voilà, c'est pour vérifier que vous savez dériver des fonctions, machin, tout ça. Maintenant, regardez, on va faire la méthode Feynman, la démonstration de Feynman. Moi, je vais appeler ça la ruse Feynman. Alors Feynman, il dit, voilà, là, j'ai le point A, j'ai mon milieu, j'ai le point B, et il doit bien y avoir un point qui marche. Là, imaginons que là, j'ai le point optimal. Ce point, je vais l'appeler M. Et là, je vais me dire, mais qu'est-ce qui se passe si je me déplace un tout petit peu? Si je me déplace un tout petit peu, si je me déplace de dx, eh bien, normalement, le chemin optique, il ne devrait pas bouger. Vu que c'est stationnaire, là, je dois avoir mes interférences constructives. Donc, normalement, là j'ai M', je dois avoir le chemin optique 1 qui doit être à peu près égal au chemin optique 2. C'est-à-dire qu'en calcul différentiel, normalement, S de M, le chemin optique en M, il doit être égal au premier ordre, il doit être égal à S de M' plus un terme qui serait en dx au carré.
plus des termes, plus un terme proportionnel à dx au carré, plus des trucs qui sont encore plus négligeables. Mais je vous rappelle, hein, dx au carré, je vous rappelle que l'élément fondamental du calcul différentiel, c'est de dire que s de x plus dx, c'est égal à s de x. Alors on va faire la formule approximative, hein, la formule heuristique, plus s' de x fois dx. D'accord? Mais, comme on a atteint le minimum, la dérivée, elle est nulle. Donc ça, c'est nul. Et donc, on doit avoir que le chemin optique en x, il doit être environ égal au chemin optique en x plus dx. Alors, géométriquement, qu'est-ce qui se passe? Géométriquement, si je mets ma normale ici, et ma normale ici, donc là j'ai I, et là j'ai I'. Alors, on va faire un petit zoom sur ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, quand je suis très loin, je vous rappelle hein, que vu de très loin, ça c'est une onde sphérique. Donc en fait, les rayons 1 et 2, ils vont arriver en quelque sorte parallèlement. Et je vais prendre une projection orthogonale comme ça. C'est-à-dire quelque chose qui arrive par un angle droit. De là, il faut comprendre que ces deux triangles, ils sont semblables. C'est-à-dire qu'on a les mêmes angles. Donc là, j'ai I, et là, j'ai I. Puisque là, j'ai I aussi. Pourquoi ils sont semblables, ces triangles? Pourquoi ils ont les mêmes angles? Ouais, ça c'est quand même la beauté de la géométrie. Hein. Parce que comme c'est un triangle, alors déjà, bon, ça c'est des angles alternes internes, avec les parallèles, donc que celui-là et celui-là sont égaux, normalement ça ne me présente aucune difficulté, c'est au programme de 6e. Donc ça va. Sauf que celui-là et celui-là, ils sont complémentaires. Comme la somme c'est 180 degrés, celui-là plus celui-là, il doit faire 90 degrés. Mais celui-là et celui-là aussi font 90 degrés. Donc nécessairement, on a celui-là qui est égal à celui-là. Et pareil, comme la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, forcément, celui-là, il est pareil. Ensuite, si je retrace la normale ici, donc là, j'ai évidemment le même angle. Hein, c'est les parallélismes qui veulent ça. Et ensuite, là, on a le rayon réfracté qui arrive comme ça. Donc tout est parallèle. Donc là, évidemment, on a... alors là, je vais mettre deux barres et un trait. Là, on a l'angle réfracté, R. Cette fois-ci, je vais prendre cette projection orthogonale. Donc je vais partir de là. Je vais aller là, comme ça. Et là, regardez comme c'est beau. Donc là, de la même manière, ici, j'ai le même angle. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a cet angle-là. Je vais mettre un rond qui est égal à cet angle-là avec un rond. Et voilà. Ça, c'est le dx. Alors cette longueur-là, je vais la noter petit a. Et cette longueur-là, je vais la noter petit b. Et là, la question, c'est de se dire, le chemin optique 1, quelle est la variation entre le chemin optique 1 et le chemin optique 2? Donc là, j'ai le chemin optique 2 et là, j'ai le chemin optique 1. ds, c'est-à-dire S2 moins S1, c'est égal à quoi? Quand je me balade par rapport à 1, faut pas oublier que là on a N2 et là on a N1. Donc quand je me balade par rapport à 1, tant que je suis là, j'ai le même chemin optique. Faut imaginer, je viens de l'infini, c'est une onde sphérique, mais vu de très loin, c'est plan. Donc tant que je suis là, je suis au même chemin, mais quand j'arrive là, le chemin 2, il va gagner petit a par rapport au chemin 1. Vous voyez, tant qu'on arrive là, c'est bon. Donc le chemin 2, il a a de plus. Sauf que je vous rappelle que dans le chemin optique, il faut multiplier par n. Donc là, on a n1. Et le chemin S1, c'est pareil. Vous voyez, après, tant qu'on est là, on est pareil. Mais sinon, on gagne petit b. Mais il ne faut pas oublier de multiplier par n2. Maintenant, regardez, du point de vue de la trigonométrie. Petit a, on pourrait l'exprimer en fonction des sinus et tout ça. Regardez, dx, c'est l'hypoténuse. Et petit a, c'est le côté opposé de i. Donc en fait, sinus de i, c'est égal à a
sur dx. Donc, petit a, c'est égal à sinus de i fois dx. Et de même, le sinus de r, vous voyez, le sinus de r opposé, c'est petit b, et hypoténuse, c'est dx. C'est égal à petit b sur dx. Et donc, petit b, en fait, c'est égal à sinus de r fois dx. Donc là, on a n1 sinus i dx moins n2 sinus r dx. Et ça, bah, le ds, je vous rappelle qu'on veut qu'il soit nul. Parce que, en fait, si je divise par dx, quelque part, si je fais ds sur dx, c'est-à-dire la dérivée de s par rapport à x, bah, j'ai juste les dx qui se simplifient. Donc j'ai n1 sinus i moins n2 sinus r, et ça, je veux que ce soit égal à 0. Et donc là, c'est gagné. Donc, si ça c'est nul, bah forcément, n1 sinus i égale n2 sinus r. Et évidemment, on retrouve la loi de Descartes. Voilà, donc c'était un peu technique et démonstratif, mais on y est quand même arrivé. Donc moi, je préfère quand même la méthode de Feynman, je la trouve plus rusée. Ah ouais, mais là, j'ai tout zoomé comme un débile. Bon, c'est pas grave, on va tout dézoomer. Oh, ça va, ça reste lisible. Bien, on va faire un petit tour de vue sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé des deux lois de Descartes, qu'on a démontrées à partir du principe de moindre action, ou de moindre temps plutôt. Alors d'abord, j'ai fait un petit complément sur l'intégrale de chemin de Feynman, hein, où j'ai un peu redit en mieux ce que j'avais dit la dernière fois, bon, j'y reviens pas. On a démontré la loi de réflexion de Descartes, qui dit que lorsqu'on a un miroir plan, eh bien, l'angle incident doit être égal à l'angle réfracté. On a vu que ça pouvait s'appliquer y compris au miroir courbe, il suffisait de regarder par rapport à la tangente et de réappliquer la même loi. Ensuite, on a démontré la deuxième loi de réfraction, et cette loi, elle s'exprime de la manière suivante, hein, donc je ne reviens pas sur la démonstration, c'était toute la vidéo justement. Voilà la loi de réfraction de Descartes. Donc la lumière se réfracte quand elle passe dans un indice, comme ceci. Donc on a le rayon incident et le rayon réfracté. Et voilà la relation qui relie l'angle, les deux angles des deux rayons par rapport au plan. Et ça, c'est par rapport à la normale, ce qu'on appelle la normale. La normale, c'est la droite qui est perpendiculaire au plan de séparation. Voilà. Et avec la ruse de Feynman, on a pu démontrer cette loi de manière bien plus rapide, mais ça demande quand même une compréhension un peu plus fine du calcul différentiel et de ruser là-dessus. Donc on a fini par retrouver la loi de Descartes avec ceci. Alors, je voudrais quand même unifier ces deux lois. En fait, quand la lumière traverse un milieu, elle se réfracte et elle se réfléchit en même temps. C'est pour ça que vous voyez votre reflet dans l'eau, en fait. La réalité, c'est que vous avez les deux phénomènes en même temps. Donc là, si j'ai N1 et N2, les indices de réfraction, si j'ai un objet qui arrive là et qui se réfracte ici, donc là, j'ai I, là j'ai R, mais il y a aussi un reflet qui part, avec l'égalité des deux angles, comme ceci. Et quelque part, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une certaine énergie qui arrive dans le premier rayon, il y a une partie de l'énergie qui va être là-dedans, c'est pour ça que le reflet il est faible, et une autre partie de l'énergie qui va être là-dedans. Et quelque part, la réflexion totale, la réflexion parfaite, c'est le cas limite où l'énergie ici, l'énergie lumineuse ici est nulle. Et donc vous avez l'énergie là qui est égale à l'énergie là. Ça, c'est le cas limite. Mais le cas général, qui permet de tout regrouper, c'est ça. Avec donc l'égalité des angles ici et N1 sinus I1 égale N2 sinus R. Enfin, N1 sinus I égale N2 sinus R et I égale I'. Donc là, vous avez tout, quelque part. Là, vous avez l'intégralité de
de la loi de Descartes en un seul schéma. Donc, par exemple, bah, c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi les arcs-en-ciel, hein, avec ces lois-là, c'est largement suffisant. Si vous prenez une goutte d'eau sphérique, vous avez la lumière du soleil qui arrive par là. Là, vous avez une première séparatrice. Alors, ça se réfléchit et ça se réfracte, comme ça. Ensuite, ça se réfracte. Vous allez avoir une autre réflexion, comme ça. Bon, c'est pas super bien dessiné, là, je le fais un peu à l'arrache. Et ça va encore ressortir. Et c'est pour ça que, si vous mettez un œil ici, quand vous avez des arcs-en-ciel, le soleil, il est toujours dans votre dos. Vous voyez? Donc on a à la fois... Et après, ça continue, évidemment. Ça continue, ça fait un deuxième tour. Tac, tac, tac. Et après, vous avez un arc-en-ciel secondaire. Et pourquoi on le voit au-dessus? Parce que regardez, là, le rayon, il va plus bas. Mais en fait, il y a une autre goutte qui est au-dessus. Et tac, 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 tac. Et qui arrive là. Donc on a l'impression qu'il est au-dessus. Bon, on verra ça dans une vidéo ultérieure, bien sûr, hein, mais vous voyez, ces simples petites lois d'optique géométrique, elles permettent d'expliquer énormément de phénomènes, et notamment comment fonctionnent les arcs-en-ciel. Donc on verra tout ça en détail, une autre fois. Alors maintenant, pour la suite, donc là c'était une vidéo assez théorique, hein, et d'ailleurs un petit peu longue, voire un petit peu trop longue, mais la suite de l'histoire, bah, on va étudier quelques phénomènes physiques, on va appliquer ces lois. Donc on va enfin faire de la physique avec ces lois-là. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je pensais que ce serait plus court, honnêtement, mais à chaque fois que je dis que ce sera court, je me plante. Mais bon, j'espère qu'au montage, j'arriverai à faire un truc quand même un peu plus court. Donc il nous reste quand même énormément de choses à faire, hein. On a évidemment quelques phénomènes physiques un peu plus simples que l'arc-en-ciel à étudier. Par exemple, quelle est la profondeur apparente d'une piscine remplie d'eau? Il y a d'autres trucs assez marrants, par exemple, est-ce que dans un aquarium, avec la réfraction de la lumière, est-ce que dans un aquarium sphérique, est-ce que le poisson il peut trouver un endroit dans lequel il est jamais vu par le chat qui voudra le manger? Bah en fait oui, mais il faut un peu chercher où c'est. Il y a plein de de petites applications comme ça en optique géométrique qui sont très très marrantes. On en parlera un peu dans une vidéo vraiment plus courte, avec des petits exercices comme ça, un peu marrants. Mais après, c'est pas tout, hein. Après, il nous reste toute l'optique industrielle, c'est-à-dire les lentilles, les miroirs courbés, avec lesquels on peut fabriquer tout un tas d'appareils, hein, à commencer par des loupes, des lunettes, des microscopes, des télescopes, des antennes paraboliques. Donc il y a énormément d'applications à tout ça. Donc il reste encore pas mal de chemin et de vidéos à faire, mais en tout cas là on a vraiment fait le plus important. On a vu les lois de Descartes, donc c'est vraiment le fondement de l'optique géométrique, qui est d'abord bah, le principe de Fermat, et ensuite les deux lois de Descartes, les lois de réflexion et les lois de réfraction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à mon avis, la prochaine vidéo arrivera dans 2 semaines. Parce que là, je vais avoir un peu de travail, donc je ne vais pas non plus me détruire la santé en faisant des vidéos tout le temps. Donc je pense que la prochaine vidéo, elle arrivera dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à me suggérer des sujets de vidéos scientifiques, surtout maths physique, hein. Je peux essayer le reste, mais je n'ai pas vraiment de compétences dans d'autres disciplines scientifiques. Mais c'est surtout en maths et en physique, vous pouvez me demander à peu près ce que vous voulez. Et si j'ai le temps et la motivation, je ferai des recherches. Et je répondrai avec vos demandes avec grand plaisir. Et bien voilà, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit peut-être. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.